Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle soirée du cercle WB, winebusiness.club. Notre conférence du jour est parrainée par Divine et a pour thème consommation du vin dans le monde, quels sont les grands enjeux, comment la France peut-elle conserver son leadership? Pour en débattre, 4 des plus grands experts mondiaux encore vivants et en pleine forme, Thibaut Jarousse, David Cobold, Eduardo Queiroz-Pérez et François Lieubeau. Et on retrouve Thibaut Jarousse pour une présentation de ce concept génial Divine. Bonsoir Alain, merci pour cette invitation. Bonsoir à toutes et à tous. Donc voilà, moi je suis Thibaut Jarousse, président et cofondateur de Divine. Et donc Divine, alors certains ont pu l'expérimenter. C'est les flacons que vous voyez là-bas. Alors j'en ai un comme ça. Et la petite machine, nous, notre métier, c'est de distribuer du vin aux restaurants et aux hôtels, du vin haut de gamme. Et donc, on distribue du vin en flacon de 10 centilitres comme ça. C'est-à-dire que puisque le midi, par exemple, 80 ou 90% de la demande est au verre, on s'est dit pourquoi distribuer des bouteilles quand les gens consomment au verre, ça crée énormément de gâchis. Il y a beaucoup de vins qui sont produits, de bouteilles qui sont produits pour rien, qui peuvent finir dans l'évier. Et donc, ce qu'on fait auprès de nos 1100 clients hôtels et restaurants, c'est qu'on résout deux problèmes. Un qui est un problème de ressources humaines, c'est-à-dire que vendre des vins haut de gamme, ça nécessite un niveau de compétence qui est assez élevé. Et le sommelier n'est pas toujours présent. On a 20% des clients où il y a un sommelier. John. Et là, c'est le bras droit du sommelier. Et on résout un autre problème hyper important, c'est que si 2/3 de la demande en moyenne, ce sont des commandes de vin au verre, il faudrait que 2/3 de la carte soit au verre. Et donc, grâce à la data qu'on récolte, on permet à chacun de nos clients d'avoir le bon vin au bon prix, au bon endroit. Et c'est ce qui nous permet d'être le seul distributeur de vin au verre au monde à s'engager sur une performance économique auprès de nos clients. On s'engage sur 30% de croissance sur les vins au verre. Et si on n'atteint pas l'objectif, eh ben c'est gratuit. Donc voilà, du coup, voilà ce qu'on fait. Aujourd'hui, on est 70 personnes dans l'équipe. Et on est basé à Nantes, et donc je suis très fier d'avoir à ma gauche un des défenseurs du muscadet. On en a quelques-uns à la carte. Après, on a d'autres vins, on a Pape Clément, on a Carbonieux, on a le Bonne Marque en cru de la famille Capello-Baume. Bechevel. Bechevel, tout à fait. Des belles maisons. Et donc l'entreprise fonctionne bien, elle a levé un peu de sous, elle continue à rechercher de l'argent pour se développer? Alors, on a un plan de financement annuel. Alors, des fois, les gens nous disent mais pourquoi vous ne levez pas pour 3 ans et puis après, vous êtes tranquille? Donc, on travaille comme ça. Et ça nous permet de coller au plus près des besoins. Depuis le début, on a levé à peu près 23-24 millions d'euros. Tout est développé, produit en France. On embouteille aussi en France chez Thierry Bergeon Embouteillage, qui est un des grands embouteilleurs à Bordeaux. Et donc, voilà, effectivement, c'est assez capital intensive. Mais on est persuadé que c'est ça aussi qui va permettre, et ça rejoint un peu une des thématiques d'aujourd'hui, de contribuer à garder le leadership de la France. Alors, garder ou regagner, c'est une vraie question. Aujourd'hui, quand vous prenez le classement du top 100 de Wine Spectator en 2021, dans le top 100, il y a 15 vins français. 15, c'est tout. Et donc, c'est quand même un sacré sujet. Et il y a beaucoup d'économistes qui disent, pour finalement être compétitif, aller capter de la valeur à l'étranger, il faut 2 choses. Il faut de la technologie, il faut des marques fortes et puissantes. Et donc, c'est un vrai enjeu parce que quand on regarde les vins spiritueux, c'est 15 milliards d'euros de balance commerciale positive. Alors, tous les ans, chaque fois qu'en février, il y a le bilan de la Cour des comptes sur quelle est la balance commerciale de la France, tous les ans, le chiffre est un peu plus faible. 15 milliards, à titre de comparaison, l'aéronautique, avec tous les Airbus vendus, tous les Rafales vendus, c'est 20 milliards. 15 milliards, c'est 3/4 de toute l'aéronautique. Donc l'enjeu est énorme. Et quand on se dit, dans le top 100, il n'y a plus que 15 vins français, ça veut dire qu'il y a un sacré sujet. Et si demain, dans 10 ans, c'est plus que 8, est-ce qu'on arrivera à exporter aussi bien nos vins?
est-ce qu'on arrivera à extraire autant de valeur à l'étranger pour financer aussi tout ce qu'on veut sur le modèle social. Donc voilà, ça va un petit peu loin, mais si on reste coincé ou on revient sur la marque et la technologie, moi je pense que c'est deux sujets fondamentaux et c'est vraiment ce sur quoi on travaille chez Divine. C'est-à-dire que le sujet de la marque, le vin, alors, je ne suis pas sommelier, je ne suis pas œnologue et je suis juste passionné de vin. Quand on a créé l'entreprise, moi je viens de la cosmétique. Le vin, c'est un des derniers produits de luxe au monde sur les grands vins qui répond à aucun code du luxe, quasiment. Vous ne pouvez pas acheter un sac Louis Vuitton autre part que chez Louis Vuitton et puis quand vous l'achetez, il n'est pas 10% plus petit que son voisin pour le même prix, il n'est pas éraflé et tout le monde sait vous en parler dans la boutique. Alors que sur certains grands vins, je prends l'exemple de Cheval Blanc qu'on avait vu dans un bar un peu intermédiaire plus à Hong Kong, où la bouteille peut être ouverte depuis quelques jours et puis le service va être fait, les terrasses ne sont pas climatisées à 30 degrés, les gens ne savent pas vous en parler. Et en termes de répétabilité d'expérience client, c'est ultra dur de construire une marque sur ces bases-là. C'est-à-dire qu'une marque de luxe est basée sur le fait que, quel que soit l'endroit, vous allez vivre la même expérience. Et donc, ce qui s'est passé dans les grands cognacs et dans les grands champagnes, où l'expérience client est beaucoup plus répétable, et dans le vin, c'est compliqué. Pourquoi ? Parce que pour atteindre le dernier mètre, en termes de service, il y a une douzaine d'étapes dans la chaîne de valeur. Un, il faut qu'il soit bien stocké, ce qui n'est pas le cas des grands spiritueux ou même des grands champagnes. Ils sont moins sensibles à ça. Deux, il y a la logistique. Après, il y a la verrerie, il y a la température, l'aération, le storytelling. Et en fait, quand vous prenez une bouteille de vin à 30 € en dégustation à l'aveugle, les gens vont être capables en fait, dans la valeur perçue, il y a seulement 10 € qui est lié au vin en tant que tel. Et donc, le point de départ de Divine, c'est de se dire, attends, s'il y a 20 €, s'il y a 2/3 de la valeur que les gens sont prêts à payer sur tout sauf le vin, et du coup, il y a quelque chose à faire. C'est pour ça qu'on a développé cette technologie aujourd'hui. Et quand on parle de vraiment le leadership de la France et l'évolution des consommations du vin dans le monde, il y a plusieurs sujets de fond. Il y a un des sujets où les gens ont de plus en plus de mal à être déçus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la résistance au fait d'avoir une expérience qui est déceptive, et vous le vivez, je pense, au quotidien, c'est-à-dire que quand vous commandez quelque chose et que vous payez le prix, il ne faut pas être déçu. C'est ça un premier point. Tous les ans, le vin, c'est une industrie qui croît de 3% en valeur à peu près, qui décroît de 3% en volume. Et ça, c'est à peu près depuis 15 ans. Ça veut dire qu'il y a 10-15 ans, le midi, vous arriviez à avoir des gens qui prenaient une bouteille de vin pour deux. Alors, c'est pas encore le cas. Parfois plus. Parfois plus. Aujourd'hui, ça n'arrive plus, ça. Donc, ça, c'est une deuxième tendance très forte. La première, sur l'évolution globale du vin, c'est qu'il y a une vraie premiumisation. Les gens consomment moins, mais veulent consommer mieux. Et ce n'est pas que mieux en qualité, c'est qu'ils veulent s'assurer qu'en termes d'intrants, vous avez vu la tendance des vins nature, ils veulent avoir quelque chose où ils soient sûrs d'un point de vue sanitaire qu'ils n'aient pas des produits d'agriculture conventionnelle de manière trop importante dans leur vin. Donc voilà, ça c'est vraiment une tendance très très forte. 2, le fait de consommer moins. 3, le fait d'avoir le choix, d'être capable de découvrir. Alors, le paradoxe, c'est que dans le domaine du vin, les gens ont besoin d'être rassurés. Et on a des vins, par exemple, à la carte comme Minuti, que vous connaissez tous. Minuti, moi j'aime beaucoup ce rosé-là. Ce n'est pas un vin de sommelier. C'est un vin qui est rassurant, c'est une marque qui est emblématique, mais ce n'est pas le meilleur rosé de Provence. Ils vont être contents quand ils disent ça. Non, mais objectivement, ce n'est pas le meilleur. On est content de l'avoir à la carte, mais il y a des rosés de petits producteurs qui vont plaire à d'autres catégories de personnes. Et pour être capable de franchir le pas, il faut être capable de rassurer. Et ça, c'est un métier de data. C'est-à-dire qu'il faut être capable de proposer au client quelque chose qui va être capable de le rassurer à un moment donné. Il
faut être capable de comprendre le client. Et donc, le troisième point, en termes de tendance dans le monde du vin, c'est que c'est un marché qui est très intermédiaire. Et donc, pour produire une bouteille de grand vin, vous connaissez peut-être des marques comme Bechevel, sans aller jusqu'à Cheval Blanc. Le vin, c'est de l'agriculture. C'est-à-dire qu'à la fin de la fin, on fait pousser des grappes de raisin. Donc, le coût de production d'une bouteille de vin, il va être sur des grands vins aux alentours de 5 euros, 10 euros, 15 euros. Et quand vous regardez les prix de vente, en fait, vous dites, mais où passe l'écart? Parce que quand vous regardez le prix moyen d'une bouteille de vin vendue en France, c'est à peu près 4 à 5 euros. Sur le prix moyen d'une bouteille de vin, le prix de production, c'est à peu près 1 euro. Donc, pareil, il y a à peu près 80% de marge brute. Sur des grands vins, on va être sur 90-95. Et en fait, c'est une industrie qui est très intermédiaire. Donc, je vends en négociant. Le négociant, il va revendre à un grossiste, peut-être des fois à Singapour ou loin. Et puis, il va vendre à un détaillant ou à un autre intermédiaire. Ça va être vendu au caviste du coin. Et puis, ça va être vendu des fois au restaurateur qui a besoin de se dépanner. Et ensuite, au client final. Vous voyez bien que dans la chaîne de valeur, il y a énormément finalement d'intermédiaires, de partage de marge, qui fait aussi que les vins aujourd'hui sont chers. Et il y a un vrai sujet, c'est que c'est un des derniers marchés, finalement, les vins et spiritueux, quand on prend tout, c'est 500 milliards de dollars. C'est un des derniers marchés qui est aussi gros, sur lequel il y a autant d'intermédiaires et sur lequel la transition numérique a peu eu lieu. Et donc, c'est un marché qui, dans les années qui viennent, je pense que ce sera un sujet qui sera couvert aussi tout à l'heure, qui va être, à mon avis, bouleversé par la reconnexion entre les producteurs et les consommateurs. Et c'est hyper important parce que qu'est-ce qui fait à un moment donné que les gens sont capables de vendre le vin au juste prix et de défendre leur marge et de payer la transition en bio? C'est qu'ils sont capables de communiquer directement à leurs clients. Ils sont capables de valoriser la marque à leur juste niveau. Et ça, c'est hyper important parce que si vous n'avez pas de data, si vous n'avez pas le lien avec vos consommateurs, votre pricing power, il est très limité. Et donc, pour faire face à des sujets d'inflation qu'on connaît, et du coup, c'est beaucoup plus compliqué quand vous savez très clairement qui sont vos clients. Et on a des châteaux qu'on vient voir en leur expliquant votre vin, en fait, sur certains grands crus de Bordeaux, on les a rencontrés, on leur dit il est plutôt consommé après 22 heures et plutôt dans des établissements statutaires. Il est au même prix que le Corton Grand Cru qu'on a à la carte, qui est consommé plutôt sur le créneau 20h, 20h30 dans des situations plus gastronomiques. Arrêtez, alors j'ai rien contre le supplément vin du Figaro par exemple, mais arrêtez d'acheter le supplément ou les espaces publicitaires ici. C'est fait pour d'autres types de producteurs. Recentrez votre communication là où sont vos consommateurs. Et c'est ça qui permet de gagner des points en termes de valorisation de marque, c'est ça qui permet de gagner des points de marge, et c'est ça qui permet, grande question, de choisir tous les ans le juste prix, parce qu'une fois que vous avez vendu vos 40 000 bouteilles de Châteauneuf-du-Pape sur une année, et il faut attendre l'année d'après pour pouvoir en revendre. Donc tous les ans, ils ont un sacré casse-tête. Est-ce que j'ai vendu suffisamment cher ou pas? Et s'ils ne vendent pas assez cher, ils ont un problème de compte de résultat. S'ils ont vendu trop cher, ils ont un problème de trésorerie parce qu'ils ont du vin en stock qu'ils ne savent pas vendre. Voilà, en tout cas le débat lancé. Merci Thibaut. François, qu'est-ce qui se passe dans ta famille depuis 1816? On t'a décongelé ce matin là, pour que tu sois avec nous. Merci Alain. Donc je suis François Lieubeau, je suis vigneron dans la Loire, au bout de la Loire, près de l'océan Atlantique, sud de la Bretagne. Notre capitale, c'est Nantes, et notre appellation, c'est Muscadet. On est donc on est certifié en agriculture biologique, on produit notamment des crus du Muscadet. J'imagine que ça commence à arriver à Paris, Goulaine, Clisson, Château-Thébault. On travaille en agriculture biologique et on distribue ces crus dans une trentaine de pays dans le monde, 60% de notre chiffre d'affaires à l'export. Déjà, merci Alain, merci au Wine Business de nous accueillir. Merci Thibaut.
Merci Louis. En fait, au-delà de fournir du vin dans les machines Divine, on partage avec l'équipe vraiment des valeurs. Et je crois que la première d'entre elles, c'est d'être nantais. En fait, voilà, on est fiers d'être nantais. Oh, la tribu. La tribu. Raconte-nous, donc vous êtes 5 dans la boîte à bosser, 5 associés, c'est ça? Oui, c'est ça. Chacun se répartit un peu le... Donc papa, maman, le frangin et la sœurette. Et ça s'engueule souvent ou pas? Et ça s'engueule jamais, mon cher. Famille, ça se saurait, ça se saurait. Oui, oui. Quand Héloïse m'a appelé chez Divine pour me dire ben oui, François, est-ce que tu veux prendre la parole sur les nouvelles tendances de consommation en muscadet? Ben déjà, si on se remet 10 ans en arrière, quand je suis devenu vigneron, et vous-même, vous auriez peut-être jamais pensé qu'on verrait sur la même image les mots nouvelles tendances de consommation et muscadet. On aurait peut-être fait des blagues à l'époque, hein, Alain, n'est-ce pas? Et finalement, et pourtant, une journaliste qui s'appelle Beverly Blaney, qui est Master of Wine et qui a écrit pour Decanter. Donc Decanter, c'est la revue la plus importante au UK pour les vins et spiritueux. Elle a écrit un très bel article sur les crus du muscadet au mois de juin. Et elle a dit « This is the new muscadet and it's bang up to date ». Ça veut dire « Voilà le nouveau muscadet et il est carrément à jour ». Voilà, donc c'est ce que je vais essayer de vous témoigner aujourd'hui. De transmettre cette belle Exactement. passion. Alors raconte-nous, donc, comprendre les tendances et les nouveaux modes de consommation dans le monde. Tu as 3 heures. Alors évidemment, quand on m'a dit oui, tu vas parler de nouvelles tendances de consommation, c'est au Bristol, c'est le Wine Business, je me suis dit waouh, c'est super sérieux et tout. Je vais préparer une présentation avec 10 slides, vous savez, comme avec beaucoup de graphiques et tout ça. Comme on nous a appris à l'école, tu as 10 minutes, une idée forte par slide, une slide par minute. Bon, finalement, à mon avis, vous en avez déjà des comme ça toute la journée. Et puis, à vrai dire, j'avais pas vraiment le temps de faire une présentation. Et en plus, je ne travaille ni pour SoWine, ni pour Sopexa. Donc, je vais plutôt partager avec vous un peu quelques anecdotes issues de mon expérience, essayer de vous témoigner un petit peu ce que sont ces nouvelles tendances de consommation. J'ai quand même fait une slide, vous voyez. Mais tu l'as eu ton bac, hein, hein. Ouais. Et puis surtout, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous hein, dans la continuité et de partager un verre de muscadet. D'abord, les nouvelles tendances de consommation, c'est important pour nous, les gens du vin. C'est important pour vous qui êtes des grands amis du vin. Je ne sais pas si vous avez entendu cette information. Dans le dernier baromètre SoWine, la bière est devenue la boisson alcoolisée préférée des Français en 2022. Donc ça nous challenge un petit peu quand même quand on lit ça. Évidemment, c'est pas le seul pays dans le monde. La France était quasiment une exception. Est-ce que c'est un épiphénomène? Je ne peux pas vous le dire. Mais en tout cas, voilà, ça nous pousse à innover, ça nous pousse à réfléchir sur ces sujets-là. Quand on interroge les grands acheteurs de vin dans le monde, les grands importateurs, ils placent, alors même si la France a perdu son leadership en volume, ils placent toujours la France en tête des intentions d'achat et en tête pour les nouvelles catégories et le développement des produits pour les années à venir. À la fois sur le volume disponible, la qualité des vins pour les grandes occasions, pour tous les jours, pour tout type de consommateurs, du bio, etc. Il y a seulement 2 items où les acheteurs internationaux nous placent en seconde position derrière nos amis italiens et espagnols. La première, c'est le prix. Bon, c'est pas très étonnant et à vrai dire, c'est pas forcément la stratégie française. Le deuxième, c'est l'innovation. Voilà. En gros, on est premier partout, sauf sur la capacité à innover. Donc c'est très important. Alors ici, j'ai repris quelques grandes tendances. Ça va compléter un petit peu ce que vient de dire Thibaut. C'est basé sur des études très sérieuses, évidemment. La premiumisation, vous en avez tous déjà entendu parler. Ça a été théorisé par Patrick Ricard en 2008 pour les spiritueux. En gros, aujourd'hui, on consomme beaucoup moins de vin et on consomme beaucoup mieux de vin. Finalement, il n'y a pas vraiment de low cost dans le vin. Ou alors, il y en a, mais ce n'est pas vraiment une tendance de consommation aujourd'hui. C'est très lié aussi à la deuxième vignette que vous avez là. Finalement, on est passé d'une consommation quasiment alimentaire à une consommation occasionnelle, et les consommateurs sont très attentifs à la modération. Dans le passé, le vin, c'était une composante de l'alimentation à part entière. On est aujourd'hui dans une consommation beaucoup plus occasionnelle, quasiment culturelle, sociale. Voilà.
Je dis souvent à mes clients, ça les fait rire en général, nous ne produisons pas de l'alcool, nous produisons de la culture. Voilà, c'est quelque chose qui marche assez bien. Par ailleurs, tout le monde aujourd'hui fait très attention à sa santé partout dans le monde. Et j'en veux pour preuve 2 exemples. Le consommateur américain, 50% des consommateurs regardent le degré d'alcool sur la bouteille avant de faire ses achats. Et ça a à peu près doublé dans les 10 dernières années. Donc c'est majeur. Et souvent, quand on parle de tendance de consommation, on regarde vers les pays scandinaves, notamment les grands monopoles en Suède ou en Norvège. Et depuis une dizaine d'années, on voit émerger des appels d'offres sur des vins low alcohol ou des vins désalcoolisés. Voilà. Et ça, c'est majeur. Dernière gommette sur la droite. On a un consommateur finalement qui n'y comprend plus grand-chose, ou en tout cas une grande partie des consommateurs n'y comprend plus grand-chose. C'est sans doute lié à la complexité du vin, à l'atomisation de l'offre. Et un peu le paradoxe de tout ça, c'est que la connaissance baisse, mais l'implication, l'engagement dans l'acte d'achat augmente. On n'a jamais eu autant de publications sur le vin sur les réseaux sociaux, on n'a jamais eu autant de revues dédiées au vin. La preuve ici ce soir, c'est que vous êtes nombreux pour parler de vin au sein d'un club, et donc ça veut dire qu'on a quand même un potentiel important sur cette notion d'engagement. Sur l'impact visuel, bon, c'est pas la révolution. On parle là du packaging, mais ça me permet de faire un petit coucou à notre ami David Cobold, parce que David, dans Invino, il y a à peu près une dizaine d'années, il a dit les étiquettes du muscadet sont les plus moches qui soient. Alors, il est anglais, il faut le pardonner. Les Espagnols, les Français, des gens normaux, mais un Anglais. Je peux te rassurer, il y a beaucoup de concurrence maintenant. Ouais. Alors ça m'avait quand même marqué. Et quand vous voyez le flacon de Divine avec la carte qui représente le cru de Boulen, c'est très beau. Hein, on est sur l'image du Cadastre Napoléon, on est sur le vin de Lieu, ça marche très très bien. De la même façon, on a une collection qui est aussi distribuée par Divine qui s'appelle Voyage extraordinaire, qui est un hommage à Jules Verne, et qui, de façon très graphique, présente les œuvres de Jules Verne, qui est l'enfant de Nantes, pour le muscadet. Et puis, évidemment, quand on voit la machine, quand on voit la Divine, finalement, la beauté de la machine, ça rend tout de suite, à mon avis, compte de la puissance du concept et de la qualité du service. Le premier regard, c'est vraiment très important, et pour ça, la machine est très belle. Voilà. S'agissant des nouvelles frontières, on va parler là, par exemple, de nouveaux pays. Alors, quand on interroge les acheteurs dans les études, finalement, les pays sont toujours les mêmes. Il y a quelques nouvelles destinations, comme la Grèce ou le Portugal, mais globalement, la France, l'Espagne, l'Italie sont toujours en tête. Par contre, et ça c'est très intéressant pour nous, il y a de nouvelles régions qui apparaissent dans ces pays, et notamment en premier lieu la Loire. La Loire, c'est sans doute aujourd'hui une des destinations émergentes les plus à la mode qui soit, donc pour nous c'est très positif. Il y en a d'autres, le Languedoc, la Galice, la région de Riage-Baixas, les Abruzzes, etc. Si on parle des formats, alors, je ne vais pas vous parler de capsule à vis ou de bag-in-box, mais je vais vous parler de canettes, parce que c'est quelque chose qui émerge aussi très fortement dans l'univers des vins. Je voyais l'intervention d'une acheteuse pour une grande chaîne de caves à New York qui parlait des Finger Lakes. C'est un vignoble qui est dans l'état de New York, au nord-ouest. Et elle expliquait que finalement, quand elle a commencé il y a 10 ans, il y avait très peu de vignerons qui conditionnaient en canettes. Et aujourd'hui, c'est quasiment devenu un réflexe. Ces ventes sont passées de 5 000 caisses de canettes à 30 000 caisses de canettes en l'espace de 5 ans. Alors, nous, dans la famille Lieubeau, on ne fait pas de muscadet en canette, mais ça existe, et je vous promets que ça va marcher. Voilà. Et pareil, quand on voit là aussi la Divine, quand on voit le conditionnement en flacon et le service du vin au verre, on se dit que vraiment l'innovation format a vraiment encore de beaux jours devant elle. Vous serez peut-être un peu surpris que je ne vous parle pas de consommation locale, de locavore, de circuit court. En fait, c'est néanmoins une tendance de fond dans le monde du vin. Les Français boivent du vin français, 95%. Les Allemands boivent du vin allemand. Les Américains, dont on dit que c'est toujours un très grand marché d'importation, 75% des vins consommés aux États-Unis sont des vins américains. Pour ma part, avant
Avant d'être vigneron, j'ai travaillé chez Danone. Moi aussi, je ne viens pas de la cosmétique, mais je viens de l'alimentaire. Et quand on voit la difficulté du groupe sur le business de l'eau en bouteille, donc par le passé, les marques Evian, Volvic voyageaient au Japon, voilà, c'était énorme. Quand on voit les difficultés du groupe et un peu les tâtonnements stratégiques autour de ça, on peut quand même légitimement être un peu inquiet sur le fait d'envoyer nos vins partout dans le monde. On peut se dire à un moment, ça va s'arrêter. Et finalement, avec la fin des taxes Trump aux États-Unis, avec l'accord de Brexit, enfin l'accord de libre-échange suite au Brexit, avec le ralentissement du Covid, en tout cas dans la famille Lieubeau, on n'a jamais vendu autant de vin à l'export. C'est incroyable. Donc voilà, on est finalement... alors, je vais vous dire une chose, c'est que d'abord, le vin, c'est pas de l'eau, ça vous le saviez sans doute déjà, mais... il y en a beaucoup quand même d'eau dans le vin. Hein. Il y a quand même de l'eau dans le vin. Oui. Mais ça tendrait quand même à démontrer que l'esprit français n'est pas mort, que le vin de lieu, l'origine, garde une importance quand même importante pour les consommateurs dans le monde. J'enchaîne avec le online. Bon, là, c'est pareil, ça ne va pas non plus vous surprendre que je parle de online. Aujourd'hui, 50% des consommateurs français ont déjà acheté en ligne du vin, 41% pour les Français, 55% pour les jeunes de 18 à 25 ans. Nous, on travaille dans la famille Lieubeau avec des business comme Dry Farm en Californie, Naked au Royaume-Uni. Pour vous donner, Naked, en 2016, a racheté une chaîne de cavistes qui s'appelle Majestic, qui est très importante au Royaume-Uni. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est un peu comme si Divine rachetait Nicolas en France. Donc Thibaut, c'est tout le mal que je te souhaite. Ça vaut un peu de sous, faut lever encore un peu d'argent. Là. Oui. En tout cas, ces business models, ils sont toujours basés sur des recettes qui ont fait leurs preuves. D'abord, des vins assez singuliers, un engagement sociétal, environnemental, une communauté de wine lovers qui est très puissante et toujours en interaction avec les vignerons via des réseaux sociaux dédiés. Et puis évidemment, beaucoup de data. Voilà. Peut-être plus original, le on-trade. On-trade, c'est quand on consomme sur le lieu de vente, et ça va parler aussi à nos amis de Divine. En fait, la fréquence de consommation, si on enlève la période Covid, la fréquence de consommation à l'extérieur du domicile, elle a progressé de l'ordre de 30% sur les grands marchés comme les États-Unis, le UK, le Canada, etc. Ces 10 dernières années. Donc c'est positif pour Divine. C'est positif aussi pour le muscadet, qui est vraiment une appellation qui est beaucoup consommée en bar à vin, sur des restaurants de poissons, de fruits de mer, sur du tapas, sur du sushi. Pour terminer sur les 3 derniers, j'ai piqué High Acid à notre importateur américain, qui s'appelle John David Edrick Selection. C'est un spécialiste de la Loire. Et finalement, l'acidité, c'était quelque chose qui était plutôt perçu négativement il y a une dizaine d'années. Et aujourd'hui, à l'inverse, c'est vécu très positivement par les acheteurs et par les consommateurs. Aujourd'hui, high acid, c'est synonyme de fraîcheur, c'est synonyme d'énergie, c'est synonyme de dynamique. Et donc, ça porte évidemment les vins de plein de régions, évidemment comme la Loire, le muscadet en premier lieu, mais aussi la Galice, mais aussi la Bourgogne, etc. Et finalement, derrière ça, si on parle de produits, la consommation va aujourd'hui beaucoup sur les blancs secs, sur les rosés bien sûr, sur les bulles. Ce qui est un peu plus difficile aujourd'hui, c'est bien sûr le sucre qui a beaucoup moins bonne presse que par le passé. Ce high acid, il est aussi connecté à la bulle suivante qui est cool climate. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette expression-là. Cool climate, ce sont ces régions viticoles qui sont tempérées et qui finalement bénéficient du réchauffement climatique. Ça donne de la maturité. Si on faisait un graphique, vous savez que j'aime bien les graphiques, quand on fait un graphique avec la pluviométrie et les températures, on trouverait au centre de ce graphique, avec des températures de l'ordre de 20 degrés en saison végétative, et puis 700-800 mm d'eau, on retrouverait toutes ces régions, la Loire, la Bourgogne, la Galice, peut-être la région qui produit les Grüner Veltliner en Autriche. J'ajoute à ça la région de Marlborough en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande, qui produit des sauvignons blancs. Voilà. Donc toutes ces régions-là aujourd'hui sont extrêmement tendance dans le marché mondial. Dernier point sur la dimension nature en tant que nouvelle tendance. Bien sûr, là on parle du bio. Aujourd'hui, quand on interroge les grands acheteurs internationaux sur le bio, dans 7 des 8 pays interrogés, le bio est estimé comme étant la catégorie qui va le plus progresser dans les années à venir. En France, 50 à 60% des consommateurs sont sensibles au fait d'avoir une certification sur la bouteille et 85% des consommateurs connaissent le bio. Donc évidemment, ça va rester une tendance très importante.
Pour ce qui est de la famille Lieubeau, on travaille en agriculture biologique, mais pour nous, c'est une façon de mieux se connecter au vivant et à la nature, parce qu'on va bien au-delà. On travaille notamment le sol de nos crues Château-Thébault au cheval. On vendange à la main, on fermente en levure indigène, etc. etc. Alors voilà, écoutez, c'est bien, c'est clair. j'espère vous avoir démontré que le muscadet cochait à peu près toutes les cases des nouvelles tendances de consommation dans le monde. Si vous n'en êtes pas convaincu, je vous propose de poursuivre avec un verre de Goulaine après la conférence, si possible. Hein. Voilà, oui, c'est pas maintenant. Merci François. David Cobol, c'est mon complice wine depuis 31 ans, co-animateur également de cette émission merveilleuse Invino qu'on peut écouter tous les samedis à 13h30 sur Sud Radio 99.9 à Paris, le dimanche à 12h30, et également cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux. Donc c'est quelqu'un d'extraordinaire. Malgré son statut génétique, il est anglais. Alors David, on a parlé de nouvelles tendances, de l'acidité qui devient une qualité, de plein de choses. Il y a aussi un élément qui concerne le vin, c'est tout ce qui est changement climatique. On est allé visiter des vins en Normandie, à Saint-Pierre-sur-Dive, et qui sont de très bonne facture. Enfin, il y a des choses étonnantes qui se passent. Donc c'est quoi? État des lieux de ce qui se passe aujourd'hui, de ce qui a changé, et perspective à terme, ce qu'on peut imaginer, quelles seront aussi les nouvelles régions viticoles de demain peut-être? Alors, d'abord, bonsoir tout le monde. Je n'ai pas de boule de cristal, mais j'ai quelques éléments, des indices plutôt, et quelques petites tendances. Effectivement, il y a des vignes plantées en Normandie, en Bretagne. J'ai rencontré un gars qui est originaire de la Champagne qui a planté 6 hectares de chardonnay à côté du Havre. Oui. Et le vignoble anglais est en plein essor, oui, avec 3500 hectares plantés, et on estime que le climat du sud de l'Angleterre, c'est le climat de la Champagne il y a 25 ans, avec toutefois plus d'humidité, ce qui leur pose des problèmes, notamment du côté des maladies cryptogamiques, oïdium, mildiou et compagnie. Mais j'ai aidé d'ailleurs une nièce de se procurer des plantations, des plants de vignes pour faire des bulles dans le Sussex, et ça marche très bien leur affaire. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? L'autre jour, j'étais à Bordeaux pour une conférence dans le cadre d'une chose qui n'est pas exclusivement vin, parce que c'était une colloque qui s'appelle Philosophia à Saint-Émilion, qui tiennent tous les ans, et on m'a demandé de venir témoigner avec une chercheuse œnologue, qui est une grande experte dans les levures, pour parler des deux bouts de la chaîne de production du vin, c'est-à-dire la recherche fondamentale sur les causes, sur les ingrédients, sur les fonctions à l'intérieur de ce mécanisme complexe de transformation du jus de raisin en vin, et la consommation. Et moi, j'étais plutôt du côté consommateur, parce que je le suis toujours. Je suis d'abord un très bon consommateur de vin, je vous rassure. Et je le vis très bien, avec parfois beaucoup de modération, mais pas tous les jours. Alors, cette affaire a été intéressante, et à un moment donné, à la fin, François Michaville, qui a animé la séance, un vigneron que je respecte énormément à Saint-Émilion, qui a une super propriété petite, à l'échelle bourguignonne, 6 hectares, qui s'appelle Tertre Rotebeuf et qui fait des vins merveilleux, qui a toujours refusé les classements, et il a bien raison, les classements, c'est la foutaise. Il a dit, alors, c'est quoi l'avenir des vins de Bordeaux? J'ai dit, les vins de Bordeaux vont rejoindre l'histoire, on va les transporter en Angleterre, et ça va redevenir anglaise comme avant 1453. Personne ne rit? Non? Personne ne m'envoie des tomates? Tu veux qu'on parle un peu d'Austerlitz, de Castillon, enfin, des moments sympas pour les dents? Non, mais c'était le match que ce crétin de Talbot a perdu, le match qu'il ne fallait pas perdre. Absolument. Ouais. Bon. Trêve de plaisanterie, mais il y aura des changements, il y aura un glissement vers le nord. Et pour prendre des exemples, qu'est-ce qu'on peut faire dans les vignobles établis? On peut se poser la question sur le cadastre viticole dans beaucoup d'appellations, notamment dans la partie sud de la France. Je pense qu'on va avoir une redéfinition, et c'est urgent, de cadastre viticole. Les parcelles qui n'étaient pas classées autrefois, on a classé les parcelles face au sud, sur des pentes, etc. Aujourd'hui, avec la sécheresse qui sévit dans le sud de la vallée du Rhône, j'ai un copain qui est consultant dans cette région, il m'a dit, aujourd'hui, il y a un vrai problème de stress hydrique sur ces parcelles. Il faut, au contraire, classer les zones qui sont en bas de pente, où il y a assez d'eau, pour que la vigne survive. Quand la vigne n'a pas assez d'eau, les gens ont dit pendant des années, la vigne doit souffrir. C'est une bêtise, ce n'est pas une plante maso. Il y a une limite. Donc, stress un peu,
Oui, mais pas tout le temps. Total stress, ça veut dire que les feuilles se recroquevillent, vous avez un blocage de montée de sève, il n'y a pas de maturité de raisin. Je me rappelle, je ne travaillais pas encore dans le vin, mais j'étais en France en 1976. On a vendangé plus tôt en Alsace qu'à Perpignan, pays que tu connais bien. Année de l'impôt sécheresse. Donc, cette affaire doit être prise au sérieux. Et je trouve que l'INAO, les instances dirigeantes, sont extrêmement lentes dans leur réaction à ces problématiques, qui impliquent tout un tas de réflexions, les zones à planter ou à privilégier, à autoriser, les cépages à expérimenter, parce qu'on a introduit depuis pas mal de temps des nouveaux cépages pour les vins de pays, pourquoi pas dans les appellations contrôlées. Je trouve que Bordeaux, pour une fois, a pris de l'avance, a introduit 6 nouveaux cépages à titre expérimental pour essayer de voir ce que ça peut donner. On a pris, par exemple, un très grand cépage portugais de la vallée du Douro, le Tourigo Nacional, qui fait des vins absolument splendides dans des terrains extrêmement arides, ardus et chauds. Pourquoi pas à Bordeaux? Alors, ce n'est pas le même climat, on va voir comment la réaction se produit. On a aussi essayé, et c'est là où les réserves ampélographiques qui ont été constituées dans beaucoup de régions en France vont jouer un grand rôle. On essaie de sauver des cépages anciennes, de les planter pour voir ce que ça peut donner. Parfois, il y a des résistances à des maladies qui sont importantes parce qu'il faut traiter moins et surtout mieux et pas asperger la vigne avec des saloperies tout le temps. Je ne suis pas un fanatique de bio, loin s'en faut, mais je pense qu'il faut respecter la terre, sa nature, sa vie microbienne. Et je pense qu'un autre facteur important qu'on va voir avec les recherches sur les interactions entre le système racinaire des plantes de vigne et le sol, ce sont les mycorhizes, c'est-à-dire l'ensemble des champignons qui vivent dans le sol, qui permettent la transmutation des éléments oligo-éléments dans le sol vers la racine. S'il n'y a pas une vie microbienne dans le sol, il n'y a pas de bons raisins. La pratique de cultiver à toute outrance, à déchausser les vignes tout le temps, ce n'est pas nécessairement la bonne solution dans toutes les situations. Il faut quand même regarder ce qui se passe dans le sol. Je pense que aussi des recherches sur la matière végétale est très importante. Différentes clones et différentes porte-greffes peuvent produire moins de sucre, donc moins d'alcool en finale. Si le trop d'alcool est un problème, et c'est un problème, il revient à regarder ce qui produit ce sucre. C'est le cépage, mais c'est aussi le porte-greffe, c'est aussi le clone, c'est parfois les dates de vendange. On a pendant très longtemps, pour plaire à un monsieur dont le nom commence par un P et qui un célèbre joueur de saxophone maintenant malheureusement décédé, on a fait des vins hyper riches avec des vendanges poussées à l'extrême. Ça produit forcément beaucoup d'alcool. On revient de ça. Vous avez très bien situé le problème, mais je pense qu'on peut rechercher des causes fondamentales pour ça. C'est-à-dire que le vignoble doit s'adapter. Il y a un autre facteur qui est important, c'est la manière de gérer le sol sur le plan long terme. De ne pas faire de la monoculture, d'arrêter la monoculture, de planter des haies, de replanter des haies, de planter des arbres. Vous avez mentionné Cheval Blanc. Voilà un exemple d'un château prestigieux qui a mis en place un système d'arboriculture, d'agroforesterie sur le terrain. Et c'est assez exemplaire. S'il y a un château comme ça, ok, ils peuvent se permettre, Bernard Arnault est plein de pognon. Okay. Mais je trouve qu'un château qui montre l'exemple prestigieux d'un nouveau mode de l'approche agricole, ça peut être pris partout. Et je vois des gens partout dans toutes les régions. Chaque année, je mène des conférences pour les vignerons indépendants de France. Et je vois des jeunes vignerons qui essayent de planter des haies, qui plantent des arbres dans les rangs. Pourquoi? Parce que ça augmente le drainage, ça augmente la vie du sol, ça améliore, ça joue des résistances contre les vents qui peuvent assécher la vigne. Donc il y a énormément de choses. Donc tout le travail, par exemple, Francis Allais, qui a longtemps travaillé sur ça, sur les jardins et des forêts, des gens comme Gilles Clément, très grand jardinier français, qui a énormément travaillé sur la prairie sauvage et les jardins naturels. Nature n'est pas bonne pour moi. Les gens qui disent vin nature égale bon vin, ils n'ont rien compris. Qu'ils se fassent parachuter dans la jungle amazonienne sans kit de survie. On va voir s'ils reviennent le lendemain. Et s'ils reviennent le lendemain, s'ils continuent à dire que la nature est bonne. La nature est amorale. Elle n'est ni bonne ni mauvaise. Il faut la comprendre, il faut l'observer.
Mais il n'y a pas de bonté dans la nature. La nature s'en fout d'être bon. Nous, on essaye d'être bon, mais on fait pas. Parfois, certains. Alors, sur la question des tendances, je suis 1000 fois d'accord avec ce qui a été dit par rapport à Muscadet. Et j'aime bien que vous avez dit acidité, forte acidité. Moi, ça me change des gens qui disent minéralité. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais qui bouffe des clous dans la salle? Il faut arrêter avec ça. Il faut appeler un chat, c'est de l'acidité. C'est vrai, David, que faire une présentation sur les nouvelles tendances de consommation et ne pas avoir cité une seule fois le mot minéral, c'est quand même pas mal. Je te félicite. Donc, il y a des capacités d'adaptation, il y a des nécessités de changer les règles. Pour moi, le grand frein, c'est les règles sur les appellations. Pourquoi, dans le Rhône, on persiste à demander aux gens de planter une majorité de grenache? On sait que ça produit trop de sucre. Et si ce n'est pas mûr, ce n'est pas bon. Donc, on ne peut pas le vendanger trop tôt non plus. Donc, il y a une espèce de dichotomie dans cela. Voilà, j'ai assez dit. Non, c'est très bien, David. Merci, David. On aura tout à l'heure aux questions. Vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez. Eduardo, donc toi, quand j'ai lancé le Wine Business Club en 1991, tu avais moins 1 an. Voilà. Tu es brésilien, donc tu n'es pas très loin de la forêt dont parlait David Cobol tout à l'heure, quoi. Un mot sur ton entreprise, et puis après on parlera de WineTech. Donc Matcha, c'est quoi exactement? Alors, donc, merci déjà et bonsoir à tout le monde. Merci pour l'accueil. Donc Matcha, on travaille avec, on fait des logiciels pour les performances commerciales des vendeurs de vin. Donc on aide ceux qui vendent du vin, les distributeurs qui vendent du vin à monsieur tout le monde, à mieux vendre, à accompagner les tendances de consommation sur l'acte d'achat. Très bien. Et ça marche? Vous avez levé de l'argent? Vous êtes aussi riche que Thibaut? Donc, non, pas aussi riche que Thibaut. Mais donc, on a aujourd'hui une équipe de 13 personnes. On a fait une levée de fonds en 2018 et on est en train de clôturer une nouvelle levée de fonds en ce moment. Très bien. Alors, on parle un peu de WineTech, ta vision, de la data. Comment tu vois les choses? Alors, donc, oui, les tendances de consommation changent sur les vins et ça fait à peu près un siècle qu'on en parle, je crois, parce que ça commence au début du XXe siècle avec la tendance préoccupation avec la santé et tout ça. Et depuis une dizaine d'années, on a des entreprises à droite à gauche qui émergent en essayant d'adresser ces problématiques, ces nouvelles tendances de consommation, d'où la WineTech, cet ensemble d'entreprises, des startups qui sont dans l'intersection entre la technologie et les mondes du vin, qui essaient d'adresser chacune une problématique particulière de ces nouveaux moyens des consommations. Donc, on a parlé de Divine. Nous, donc, comme on a dit, on adresse les problèmes de l'acte d'achat, les moments du choix de la boisson par les consommateurs. Et si on prend un peu de recul sur cette question, on partait d'un moyen de consommation en France très orienté par l'acquisition d'habitudes intergénérationnelles. Donc les gens avaient leurs habitudes au sein de la famille, les gens avaient leurs habitudes sociales avec des amis. Et donc ils connaissaient des appellations, des vins qu'ils aimaient bien consommer. Et cette habitude était créée. Donc ces gens-là ne se considéraient pas forcément comme des connaisseurs, mais ils connaissaient des appellations. L'appellation faisait partie d'un critère important parce que c'était local, c'était une marque qui représentait un ensemble de producteurs. Et aujourd'hui, ces moyens de transmission, d'acquisition d'habitudes, il n'est plus vraiment là, en tout cas il est moins présent. Ces liens intergénérationnels, sociaux d'acquisition d'habitudes, il n'est plus vraiment là. On voit prendre place une consommation qui est plus éclectique, qui veut faire un choix parmi un catalogue, qui veut chercher une expérience nouvelle très souvent. Et on peut dire que le consommateur aujourd'hui cherche un choix conscient et une acquisition des compétences, une acquisition de vocabulaire qui lui permet de à la fois partager ses choix avec d'autres et de reproduire ses choix et de revenir ensuite sur ses choix de consommation avec plus d'éléments, avec une compétence, en tout cas une compétence perçue plus élevée sur ce qui l'a guidé dans ses choix. Alors, quand on parle de vocabulaire, d'acquisition de vocabulaire, ça veut dire qu'il faut
il faut pour ces consommateurs que la donnée, l'information sur ce qu'il est en train d'acheter soit disponible, soit compréhensible à ces moments-là. Donc, si je dis tout cela, c'est peut-être, vous allez me dire, ah oui, vous voulez dire que le consommateur cherche à s'éduquer, tout simplement. Et c'est ça, mais il ne faut pas se tromper, parce que si c'était tout simplement une question d'éducation du consommateur, alors on allait voir les nombres d'abonnés sur les périodiques des vins augmenter de façon très importante sur les dernières années, ce qui n'est pas exactement le cas. Donc les consommateurs cherchent à s'éduquer, mais ils cherchent à s'éduquer de façon simultanée à l'acte d'achat et de façon simple. Donc c'est cette tendance-là qui a émergé ces derniers temps, donc un besoin d'information simultanée à l'acte d'achat. Et je pense que cela rejoint pas mal de tendances qui ont été évoquées récemment. Donc par exemple, si on parle de la préférence récente des Français pour la bière, c'est aussi dans cette optique d'aller chercher un catalogue approchable, compréhensible. Alors les catégories des bières sont de plus en plus nombreuses, mais elles restent quelque chose d'assez facile à apprendre. Et donc les consommateurs font ce cycle de venir sur un choix relativement limité, de acquérir un nouveau vocabulaire, de partager cette expérience avec d'autres, une expérience sensorielle accompagnée d'un nouveau vocabulaire, et il peut refaire ce cycle encore une fois. Donc, je pense que l'attrait de la bière aujourd'hui, c'est aussi que les formats individuels, les prix plus accessibles, permettent de faire ces cycles plus souvent, de façon plus fréquente, et donc de venir s'éduquer et dans un acte d'achat de façon systématique. Donc je pense que Divine adresse aussi cette question de comment est-ce qu'on peut venir faire l'expérience de s'éduquer, de chercher une nouvelle expérience vin de façon plus fréquente que la consommation d'une bouteille tout entière, d'avoir accès à un catalogue plus grand que tout simplement les vins offerts dans un restaurant. Mais aussi, je pense que on peut voir dans les contextes du moment d'achat de façon générale, la disponibilité de l'information pour les consommateurs. Alors, il faut qu'elle soit facilement compréhensible, il faut qu'elle soit disponible dans l'endroit exactement où est faite la consommation, et il faut qu'elle soit simultanée à cet acte. Aujourd'hui, on pourrait dire l'étiquette est l'élément qui pourrait contribuer à ces besoins-là, qui pourrait remplir ces critères de façon la plus évidente. Donc il ne s'agit pas forcément de choisir un livre par la couverture, mais choisir un livre par la synopsis, essayer de comprendre de quoi il parle, ces livres. Mais là aussi, il y a un décalage. Il y a un décalage entre l'information que l'étiquette propose aux consommateurs et l'information que les consommateurs cherchent. Donc, par exemple, on a vu sur le baromètre sur Wine que la part du cépage, l'importance du cépage sur les choix du vin augmente en France par rapport à l'appellation, parce qu'il s'agit d'une catégorie plus compréhensible pour l'utilisateur, même pour les consommateurs, même le consommateur français. Une complexité plus approchable et plus facile à apprendre dans un premier temps pour un consommateur néophyte. Donc ça, c'est juste un exemple, la présence du cépage ou de l'appellation, mais on pourrait aussi parler du vocabulaire qui est utilisé sur l'étiquette et la contre-étiquette, qui n'est pas uniformisé, qui laisse les consommateurs dans un état de confusion. Et là, donc, en conséquence, on voit l'utilisation d'applications comme Vivino, où le consommateur peut avoir accès
à de l'information compréhensible, simultanée à l'acte d'achat, même si la pertinence est discutable. Alors, ils étaient très, très basés sur la notation avant, et aujourd'hui, je pense qu'ils partent plus sur essayer d'expliquer aux consommateurs quel est le profil du vin qu'ils sont en train d'acheter, ce qui est un peu plus intéressant. Nous, chez Matcha, on essaie d'adresser cette question avec un angle différent. Au lieu d'essayer de proposer une deuxième étiquette pour les vins, comme Five Vino, basée sur le commentaire d'utilisateur, nous, on propose sous les livres de vente des interfaces dédiées au choix du vin. Donc, des interfaces qui sont connectées au catalogue du magasin en question ou de l'e-commerce en question. Et on voit les taux de transformation des ventes et même les prix moyens des bouteilles achetées augmenter parce qu'on a accompagné les consommateurs dans cet acte d'achat et on leur fournit des informations nécessaires, des informations pour compléter son expérience avec ses côtés acquisition de vocabulaire, acquisition d'informations. Et si aujourd'hui on fait une levée de fonds, c'est aussi parce que les défis n'est pas vraiment fini. Je pense que le défi pour la wine tech de façon générale et pour les marchés français, c'est d'aller chercher ces informations, les structurer et les laisser connecter à l'acte d'achat. Donc, par exemple, on parle du défi de avoir une base des données sur les vins, sur les cuvées, qui soit structurée sur un format commun et qui a plusieurs contributeurs différents. Ça, c'est un défi. Les défis de sensibiliser les producteurs, surtout les producteurs indépendants, à rendre disponibles les données sur leurs produits. Ou les défis, par exemple, si je parle des commentaires des dégustations, les guides des dégustations, et là je parle de la RVF, des Goemio, de Béthane et de Sauve, de connecter l'information, les commentaires par des experts qui sont dans ces guides à la wine tech pour qu'ils soient disponibles au moment de la consommation. Si on reste sur un schéma de papier print de base. Oui, de papier print. C'est fini. Ouais. Ils sont comment les vins brésiliens en fait? Ils sont aussi bons? Il y a autant de dynamisme que dans le muscadet ou pas? Je pense qu'on est surtout sur les pétillants. D'accord, il n'y a pas de vin sans bulle. La plupart des productions, oui, on produit des vins tranquilles, mais là où je pense où le Brésil brille, au-delà de l'Amazonie, au sud du Brésil, c'est les vins pétillants. Oui. Aujourd'hui, on fait 15% du chiffre à l'international. On a beaucoup tâtonné. On a aussi eu des échecs. Donc, l'avantage de faire des échecs au début, quand on n'a pas beaucoup d'argent, c'est que ça coûte moins cher. Quand on en a plus, c'est un peu plus violent. Qu'est-ce que tu as fait comme grosse bêtise? Une bêtise, on peut le dire. Comme échec. Il y en a eu pas mal. Je parle sous le contrôle de Louis, mon associé qui est là. Vous êtes tous les deux co-fautifs, donc ça va. Je pense qu'une des plus grosses bêtises qu'on ait faites, par exemple à l'international, c'est de se dire, il y a des dispositifs, envoyer un VIE, ça coûte pas cher et c'est même gratuit. Donc, VIE, donc quelqu'un qui a moins de 28 ans, c'est l'ancien volontariat international qui a été retraduit sur ce support-là. Et pour démarrer un pays, donc quand on démarre l'Angleterre la première fois, on envoie un VIE. Français, donc. Français. Oui. Et avec cette erreur extraordinaire de se dire, alors qu'on a eu beaucoup de mal sur notre marché d'origine à trouver la recette, à adapter le marketing mix, un stagiaire va faire mieux que ce qu'on a fait en 6 mois dans un pays étranger. Ce qui est débile sur le papier, mais voilà, on l'a fait, on la refera plus. Et donc voilà, aujourd'hui, donc on a ouvert donc la Suisse et la Belgique. La Suisse qui a démarré hyper fort en quelques mois, et je pense qu'à la fin de l'année, ça pourrait être 20% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc Genève, on vient d'ouvrir Zurich. Bruxelles, qui fonctionne bien. On a doublé l'équipe récemment.
Alors, doubler l'équipe à Bruxelles, donc il y a 4 personnes en Suisse, on est passé de 1 à 2. Donc, mais c'est très bien, on ça fait a un taux de doublé croissance, l'équipe. très bien. On a réouvert Londres, qu'on avait mis sous cloche comme Singapour pendant le Covid. Et là, on a signé en un mois nos 3 premiers clients. Et là, on a recruté, on ouvre Düsseldorf fin août. Et donc, on a l'ambition d'être une entreprise très présente en Europe dans les 3 années qui viennent avant de déployer l'Asie full scale. Et au total, vous êtes 77 collaborateurs, c'est ça, de moi? Tout à fait. Si le réchauffement continue à la vitesse à laquelle que nous connaissons aujourd'hui, malheureusement, oui. Il y aura des zones qui vont devenir des déserts par manque d'eau. L'espacement de la vigne en Espagne, on le voit très bien quand on se promène. Moi, je vais souvent en Espagne. L'écartement de la vigne est très fort entre les rangs de vignes et dans les vignes. Parce que si vous plantez à 10 000 pieds à l'hectare en Espagne, vos pieds de vigne meurent. C'est pas raisonnable. C'est possible à Bordeaux parce que ça flotte tout le temps à Bordeaux. Bon, après, l'autre problème, c'est la fréquence de la pluie et le moment où la pluie tombe. Parce que quand elle tombe massivement en hiver ou à l'automne, si vous ne captez pas cette eau, vous ne pouvez pas la réutiliser. Elle s'en va. Elle s'en va vers la Méditerranée, dans le cas de Valence. Si on ne crée pas des barrages pour retenir l'eau, on a le problème aujourd'hui en Provence. Les Provençaux, les agriculteurs ont été plutôt prévoyants. Ils ont fait des barrages, mais il n'y en a pas assez. En Languedoc, on n'a pas été prévoyants. Du coup, il n'y a pas d'eau pour irriguer, parce que l'irrigation est nécessaire. Après, est-ce qu'il y a assez d'eau pour irriguer ou est-ce que c'est l'homme, notre survie est plus importante quand même que la survie de la vigne. La vigne, c'est un produit de luxe. Donc l'eau sera toujours privilégiée pour l'être humain, il sera numéro 1. Ensuite, l'industrie, etc. L'agriculture va souffrir et l'agriculture vivière va être plus importante statistiquement, enfin, sur le plan de la survie que la vigne. Donc la vigne va toujours passer en 4e ou 5e place. Là, il faut se poser la question sur le cadastre, sur les zones aptes à faire du vin, chercher en altitude, chercher les faces nord dans l'hémisphère nord. Je vois en Languedoc et en Roussillon maintenant, pour faire des bons vins blancs, il faut monter en altitude, chercher des faces nord et aussi être un peu plus créatif avec les cépages. Je vois que par exemple l'Acertico, ce très grand cépage grec qui vient de l'île de Santorin, maintenant est autorisé dans le Languedoc et à mon avis a des bons avenirs parce qu'il est en Santorin, sur un terrain volcanique extrêmement drainant, donc il survit à de la sécheresse. C'est des choses comme ça il va falloir être créatif et je reproche quand même énormément à l'INAO d'être beaucoup trop lent dans ses réflexions et dans ses autorisations. On est hyper conservateur dans le monde du vin en France. Les Espagnols ou les Italiens sont un peu plus créatifs, je trouve. Donc, mais c'est vrai que ça pose une vraie question sur les zones comme Valence. Conclusion, alors voilà, je vais rendre ma copie, mais quand on a choisi un petit peu le sujet, on s'est dit qu'il y avait forcément tous les atouts pour que ça fonctionne en France. Et je pense que on a une wine tech qui est foisonnante. Du coup, Eduardo en a parlé un petit peu, mais il y a 150 entreprises, je crois, dans la wine tech. Je pense qu'on a un terreau hyper fertile pour aller conquérir, justement, grâce à la technologie, aller chercher cette valeur à l'étranger. Hein. C'est ça aussi qui va permettre de mieux financer, de mieux valoriser nos terroirs. Quand je vois finalement des terroirs comme le muscadet, qui avait été classé, je crois, il n'y a pas très longtemps, comme la 2e appellation au monde en termes de rapport qualité-prix. Je ne me souviens plus exactement de quel média nord-américain. Qui est une marque qui est devenue beaucoup plus emblématique finalement dans certains pays à l'export qu'en France. Alors, en étant nantais, voilà, c'est toujours plus difficile de remonter la pente près de chez soi que finalement dans des marchés où il y a moins d'a priori. Et quand je vois ce qui a été fait en muscadet et comment vous avez réussi à monter aussi vos prix de vente et la valeur perçue, je suis assez optimiste par rapport à ça, si on est capable de sortir un petit peu de ce qui a été fait. Et puis, je pense qu'il y a un dernier axe, et c'est ce que disait David, c'est que finalement, on voit bien qu'il faut qu'on soit créatif sur la manière de travailler la vigne avec le réchauffement climatique,
que les gens sont prêts à payer pour des produits qui sont meilleurs pour la santé, mais aussi meilleurs pour l'environnement. Il y a beaucoup de gens qui sont dans cette démarche-là en France. Et donc, si on allie ça à la capacité des gens à améliorer l'image de marque, à valoriser la marque, grâce notamment à la data et à la technologie, et ben, je pense qu'en France, on a tout pour bien faire. Donc voilà, c'est juste, maintenant, il faut qu'on y aille, quoi.